La bonne nouvelle pour les Ukrainiens, 1,7 milliard débranchés, Par les Américains. offerts en supplément par les Américains. C'est une excellente nouvelle parce que bien évidemment les Ukrainiens sont toujours en manque d'armement, de munitions, d'aide pour l'entretien de tous les armements qui sont déjà sur le terrain. Et c'est exactement la bonne réponse qui arrive au bon moment. Et même il fallait que ça arrive avant-hier. Vous voyez, on est toujours en retard. Mais nous remercions les Américains pour cette aide. Alors, on va parler de ça, des signaux contradictoires, parce qu'en même temps, l'Ukraine parle de discuter avec les Russes. Alors, est-ce que c'est du défaitisme? Est-ce que c'est un mauvais signal qu'on donne de la part des Russes? On en parlera dans quelques instants. Cyril Amourski, je l'ai dit, est avec nous. Regardez ces images de Volodymyr Zelensky sur le terrain, dans la région de Kharkiv. Cyril Amourski, vous étiez sur place, vous êtes rendu dans la région de Nikolaïv, notamment dans la région de Kiev. Quel est l'état d'esprit que vous avez constaté d'abord? C'est vrai que la situation est assez compliquée. Les Ukrainiens attendent toujours certaines aides militaires. On attend toujours les F-16 en Ukraine. Il y a une partie de l'aide américaine qui n'est toujours pas arrivée. Seulement une partie des obus de l'initiative tchèque sont arrivés en Ukraine. Donc il y a effectivement une sorte de désarroi au sein de la population ukrainienne sur tous ces sujets où la question qui se pose, comment est-ce que cette guerre va continuer et comment est-ce qu'elle va se terminer? Et donc, c'est pour ça que, en ce moment, l'état d'esprit n'est pas au meilleur de sa forme, si on compare surtout avec les événements de fin d'année 2022, parce que nous ne sommes plus du tout dans la même dynamique. Mais les Ukrainiens, lorsqu'on leur pose des questions par rapport aux négociations, ils sont dans une situation assez similaire par rapport aux Russes. C'est-à-dire que les Russes, soi-disant, sont quasi majoritaires, voire majoritaires à vouloir des négociations. Les Ukrainiens, ils sont à peu près à 40%. Alors, on n'a pas une très bonne relation, on va couper la relation, on va vous retrouver plus tard, Cyril Amourski, si on arrive à une meilleure relation. Sergei Girnov, vous avez rejoint vous aussi, merci beaucoup d'être là. Un point là-dessus, sur les informations contradictoires qui arrivent d'Ukraine avec des bonnes nouvelles, davantage d'argent, mais en même temps une espèce de doute sur le terrain. Pourquoi ce doute sur le terrain ? Les Ukrainiens n'aiment pas le doute, et Allah va confirmer. C'est une question très difficile, mais en tout cas, on sent un changement depuis quelques semaines, parce que le mot pourparler revient tous les jours. Et côté ukrainien, on commence à aborder ce mot. Après, avec énormément de précautions, avec énormément de conditions, etc. Comment est-ce possible, pendant des mois, des années, on nous a dit, on est churchillien, jamais on ne parlera avec les Russes tant qu'on n'a pas libéré le dernier centimètre carré, y compris de la Crimée, et tout à coup on dit pourquoi pas discuter avec les Russes? C'est pas tout à fait ça, parce que vous savez, nous utilisons souvent les mêmes mots, mais nous ne mettons pas les mêmes sens dans les mots. Donc quand les Ukrainiens utilisent le mot négociation, c'est pas du tout ce que la plupart des gens puissent imaginer. On voit par exemple le président Zelensky en face de Poutine et discuter, négocier. Oui. C'est pas du tout ça. Mais vous imaginez vraiment des Russes à Kiev, comme il l'a dit? Non, pas du tout. Bien sûr, déjà c'est pas possible, parce que dans la Constitution c'est écrit que bon, c'est pas là dans la Constitution, il y avait une loi qui a été éditée par le président Zelensky où il s'interdit lui-même de discuter avec Poutine. Donc, et quand il parle notamment de négociation, il parle aussi de son plan de paix. Et le numéro 1 de cette liste qu'il faut exécuter pour arriver à la paix, c'est la libération totale du territoire par l'armée russe. Et à partir de ce point, il y aura la négociation, mais concernant l'échange des prisonniers, concernant les rétributions pour les destructions que l'armée russe a fait, etc. Donc aujourd'hui, c'est dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier que le monde entier regarde l'Ukraine comme si l'Ukraine refusait toute négociation et que si l'Ukraine voulait vraiment aller se battre jusqu'au bout. Non, les Ukrainiens disent oui, nous sommes prêts à négocier. Mais d'abord, il y a une condition, et cette condition, c'est que l'armée russe parte définitivement de nos frontières dans le cadre des frontières 1991. Pardon, mais c'est irréaliste. Les Russes ne vont pas... Non, je crains que ce soit l'avis de tous les militaires aux États-Unis et même en Ukraine. Ils se font Moi, j'ai absolument d'autres avis. Ils ne retrouveront pas les frontières de 91. Donc, il faudra négocier sur une base raisonnable. Je pense que le départ des Russes sera le résultat de la négociation et non pas le préalable à la négociation. Sinon, ils n'accepteront jamais. Donc, il faudra trouver de toute façon des solutions qui impliqueront
probablement des concessions territoriales. Mais ensuite, ce qui est important, c'est que l'Ukraine ait des garanties absolues en matière de défense. L'Ukraine ne croit plus dans les garanties. Non, mais si c'est non pas des garanties de sécurité, mais des garanties de défense, c'est-à-dire des accords de défense, soit l'OTAN, soit des accords bilatéraux. On a déjà eu ça en 1994, mais malheureusement, nous voyons le résultat. C'était pas la même chose à ce moment-là, mais le risque, c'est que la guerre se poursuive ad vitam aeternam. On va en parler de l'état économique de la Russie, vous verrez que... Est-ce qu'il n'y a pas cependant, est-ce qu'il n'y a pas un défaitisme de la part, quand le président Zelensky dit « Je pense que des représentants de la Russie devraient participer au 2e sommet pour la paix », on n'est pas dans une attitude churchillienne, là. Oui, participer, inviter l'ennemi à participer à un sommet, ça s'appelle, c'est un euphémisme pour parler de négociations, très clairement, où on discute, on commence effectivement à dialoguer. Maintenant, c'est le terrain qui commande la diplomatie. Or, sur le terrain, effectivement, les perspectives ukrainiennes, elles sont pas bonnes pour l'instant. Alors, peut-être il y a toujours l'espoir que... les Russes non plus, d'ailleurs. Oui. C'est ça aussi le truc. Non, mais au moins les Russes ont l'initiative des opérations. Ils grignotent. Ils perdent 1000 personnes par jour, oui mais à cause de cette initiative. Non, mais arrêtez. On va pas commencer à faire un débat là-dessus. Si, on est là pour faire un débat. La situation, pour l'instant, effectivement, les Ukrainiens n'ont aucune possibilité de reconquérir les territoires, au moins cette année, au moins dans le rapport de force tel qu'il est actuellement cette année. L'an prochain, on n'a même pas suffisamment d'armement, on n'a même pas d'avions, on n'a même pas essayé de faire la guerre comme la guerre occidentale doit se mener. Je termine. Il y a un élément fondamental aussi à prendre en compte, c'est bien évidemment l'élection américaine. Ça va conditionner l'avenir. Mais pour l'instant, l'anticipation qu'on peut avoir, l'anticipation stratégique, c'est au mieux, peut-être en 2025, le rapport de force sera peut-être à nouveau changé du côté ukrainien, mais c'est une perspective qui est elle-même très aléatoire. S'il y a un changement de ton, il est aussi celui des Finlandais. Président finlandais, la Finlande qui est pourtant très anti-russe, la Finlande d'aujourd'hui, c'est plus la Finlande de naguère. Président finlandais qui dit nous arrivons à un point où les négociations doivent commencer. Il prononce aussi ce mot de négociation et il s'exprime même, il rejoint ce que vous dites, Colin Goulet, en disant en réalité, c'est parce que l'Ukraine ne se porte pas si mal que ça qu'elle est en position de pouvoir négocier. Il y a une sorte de rééquilibrage, dit-il. L'Ukraine et Zelensky sont dans une position bien plus forte qu'il y a 2 mois. Nous ne sommes plus dans la situation de quasi-désespoir dans laquelle nous étions au printemps avec le blocage d'aide américaine et les difficultés de l'Europe à livrer des équipements à Kiev. Le propos d'Alexander Stubb, le président finlandais, est d'autant plus intéressant qu'il émane, je dirais, du patron d'un pays de la ligne de front. Si ça vient d'un Balte ou d'un Finlandais, ça n'a évidemment pas le même poids que si ça émane d'un Espagnol, avec tout le respect que j'ai pour la péninsule ibérique. Ce que je veux dire simplement, c'est que... Rassurez-vous, on ne va pas se fâcher avec l'Espagne. C'est bon. La Finlande a de bonnes raisons historiques de savoir ce qu'est l'appétit de son grand voisin oriental. Simplement sur le fond, vous savez, tout conflit armé, depuis Caïn et Abel à peu près, se termine soit par l'anéantissement de l'un des deux belligérants, soit par un accord, un compromis, un traité. Ou la capitulation, pas besoin qu'il capitule, pas besoin de l'anéantir, au moins qu'il perde. C'est la version diplomatique de l'anéantissement. Le mot de pourparler, le concept de négociation n'est pas en soi une obscénité. Ce qui peut l'être, c'est lorsque la négociation n'est que l'habillage, le faux nez d'une reddition qui ne dit pas son nom. Or, jusqu'à maintenant, ce qui est venu de Moscou et même de Chine, avec le pseudo-plan de paix de Pékin, s'apparentait. Non, pas tout à fait. On nous a dit pendant des années, on tient une attitude à l'anglaise, c'est-à-dire on ne va pas discuter avec les nazis. En 40, Churchill disait pas oui, on pourrait quand même discuter peut-être avec les Allemands. Non, on ne discute pas tant qu'on n'a pas gagné la guerre. Point. Là, il y a un changement de ligne. Mais il y a un changement de ligne à Moscou, puisque souvenez-vous de l'époque, on parle de l'Ukraine, là. On récusait l'existence même d'une nation ukrainienne, on excluait l'hypothèse d'en référer au président élu de ce pays, et que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, un certain Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, parler du président ukrainien. Oui, mais en attendant, la Crimée est toujours occupée. Oui. Attendez, je vais continuer l'idée qu'a commencé Vincent, parce qu'il faut expliquer qui est Alexander Stubb. C'est quelqu'un qui est aux côtés de l'Ukraine à 200%. C'est quelqu'un qui a été fraîchement élu président de Finlande. Donc la Finlande qui soutient, mais vraiment à 200%. Et en fait, il y a le seul truc que je voudrais continuer.
commencer les négociations ne veut pas dire que vous allez faire des concessions. Ça, c'est la phrase clé de ce qu'a dit le président finlandais. Ça veut dire qu'en gros, il dit, à un moment donné, le simple fait de s'asseoir à table, même si vous dites des choses complètement différentes entre les deux délégations, ça sert déjà. Parce que déjà, ça peut enclencher ne serait-ce qu'un début de volonté. Mais les Ukrainiens disent, en fait, et ça, Allah l'a répété, en fait, pourquoi croire? Comment croire les Russes? Comment croire la bonne volonté lorsque nous voyons Poutine mentir tous les jours? Lorsque nous voyons Poutine renverser systématiquement les rôles. Donc la Russie, c'est une victime, et soi-disant, c'est l'Occident et l'Ukraine qui ont attaqué la Russie. Tout ça, c'est faux. Et donc, tant que Poutine n'ait pas changé cette position, il est impossible de mener les pourparlers avec lui. C'est pour ça, d'ailleurs, on précise que les Ukrainiens se sont interdit d'avoir les pourparlers avec Poutine, non pas avec la Russie. Et ce qui est intéressant juste à rajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de négociations en Ukraine. C'est tout à fait normal parce qu'il faut arriver à négocier. Il y a plein de choses, plein de points à voir. Mais l'Ukraine, une fois de plus, elle commence la négociation à partir de concessions russes. Donc vous imaginez la Russie aujourd'hui de faire des concessions? Ce n'est pas possible. Mais les Ukrainiens insistent, ils disent, ils répètent, nous sommes prêts à négocier, mais la Russie doit faire des concessions parce que l'agresseur aujourd'hui, c'est la Russie. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est pas aux Ukrainiens de se plier à la bonne volonté de l'agresseur, d'envahisseur et de destructeur de leur pays. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte de négociation. Il ne faut pas avoir la peur du mot négociation. En principe, oui, c'est ce qu'on nous a dit pendant 2 ans. On nous a dit jamais on ne négociera avec les Russes. Et maintenant, on nous dit il ne faut pas avoir peur du mot négociation. Il y a un changement. Il y a un changement. Non, mais c'est clair qu'il y a un changement. C'est ce que je vous disais depuis 2 mois. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du défaitisme? Non, c'est pas du défaitisme. Je dirais que c'est un tout petit peu quand même le mot qu'on disait de la réelle politique. La réelle politique, elle était là aussi parce qu'en fait, vous savez, les États-Unis ont maintenu l'Ukraine quasiment sous la perfusion sans rien donner pendant 8 mois. Pendant 8 mois, il n'y avait rien du tout. Ils étaient bloqués, le vote de l'aide était bloqué. Et donc, on demandait aux Ukrainiens de faire les efforts, de progresser sur le front. Et on disait, ils sont incapables de progresser. En revanche, ils ont résisté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en répondant peut-être à Michel Goya, en fait, c'est l'analyse juste militaire ne s'applique pas à cette guerre. Parce qu'il y a quelque chose qui surpasse en fait l'analyse technique militaire. Et donc, bien évidemment, quand les militaires au état-major ils regardent les cartes, ils appliquent les règles militaires telles qu'on vous a enseignées dans les écoles militaires. Mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et en fait, les Ukrainiens, vous avez vu, sans rien du tout, ils ont résisté 6 mois sans aucune aide au début de la guerre. Ils prenaient les chars aux Russes, ils résistaient. Ils ont fait les Russes fuir de Kiev, fuir de Soumy, fuir de Tchernihiv et finalement fuir ensuite.